Bien, bonsoir à tous, chères consoeurs, chers confrères, chers amis. On est très content de vous retrouver ce soir pour un webinaire spécialement préparé avec le docteur Nir Ouziel de Tel Aviv, où nous allons évoquer ensemble l'hypnose. L'hypnose peut-être d'une manière, pour ceux qui vont découvrir peut-être l'intérêt de l'hypnose dans notre activité. Et puis l'hypnose également, pourquoi l'hypnose, comment fonctionne l'hypnose, et Nir va nous faire partager justement ses compétences en tant qu'hypnothérapeute et comment il a intégré l'hypnose dans sa pratique quotidienne en tant que chirurgien dentiste. Alors je suis particulièrement heureux d'animer cette conversation, parce qu'il s'agit vraiment d'une conversation qui va se dérouler un peu en trois temps. Nous allons essayer d'évoquer dans une première partie euh, des questions un petit peu générales sur l'hypnose, sur comment ça fonctionne, le rôle dans la communication de l'hypnose. Nous vous mettrons également des petites vidéos qui vous permettront d'illustrer un petit peu les propos du docteur Nir Oziel là-dessus, justement, il va nous montrer comment est-ce on a un film en particulier de quelques minutes, comment est-ce qu'un patient a été mis en hypnose. Et c'est un patient, d'ailleurs, vous verrez, sur lequel ils ont réalisé une extraction de dents de sagesse, donc sans anesthésie et sous hypnose. Et puis, nous intégrerons également un point qui est passionnant, qui est cette approche entre l'hypnose et la psychologie, parce que finalement, l'hypnose, il le dira bien mieux que moi évidemment, mais quelque part intervient sur l'inconscient, le subconscient, et il y a également des interactions très importantes dans la psychologie. Voilà, donc nous allons, un vaste programme, j'ai envie de dire, pour ce soir. Nous allons donc essayer d'évoquer un maximum de points. Et bien entendu, il s'agit donc d'un webinar. Donc, vous qui êtes connectés ce soir, vous pouvez également poser vos questions et régulièrement, je consulterai donc vos questions pour pouvoir justement les transmettre au docteur Nirouziel. Alors, en quelques mots, euh, Nirouziel va se présenter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est enseignant à l'université de Tel Aviv en Israël. Il est enseignant, c'est l'équivalent d'un poste de maître de conférence universitaire, c'est-à-dire qu'il est directeur de travaux de recherche, il est à peu près à mi-temps à l'université, il est donc chercheur également, et il a une activité privée dans un cabinet où il exerce en tant que chirurgien dentiste. Et dans son activité de chirurgien dentiste, il intègre énormément l'hypnose et il a une activité un petit peu spécialisée dans les patients qui ont une anxiété, une phobie, des difficultés à se rendre dans les cabinets dentaires. Donc, il reçoit des correspondants qui lui adressent des patients qui ont du mal à se faire soigner chez le dentiste et qui, en général, refusent l'anesthésie générale. La langue maternelle de Nir Oziel est l'hébreu, mais il parle parfaitement le français. Donc, félicitations d'avoir appris aussi rapidement le français, d'être capable de faire des conférences en français, d'écouter en français et d'enseigner en français, parce qu'il enseigne à l'Institut français d'hypnose, donc il pourra nous en parler également. Il fait partie de cette équipe de formateurs et donc il donne des cours, il vient régulièrement en France, il était en France il n'y a pas très longtemps, et il vient régulièrement en France justement où il est chargé d'enseignement dans cet institut qui est un institut qui est très connu justement pour tous les praticiens qui souhaitent intégrer l'hypnose dans leur pratique médicale. Voilà, je ne veux pas être trop long parce que c'est Nir qui va prendre la parole. Peut-être, Nir, si tu le veux bien, nous expliquer justement ton expérience personnelle dans l'hypnose. Et ma première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que finalement tu es arrivé euh, à pratiquer l'hypnose dans ton cabinet ou dans ton exercice? Je voudrais te remercier, Thierry, pour cette idée de faire passer un peu ce que moi je connais en hypnose aux autres qui ne connaissent pas de l'hypnose, et aussi à le laboratoire Caron Seram qui avait cette idée de faire un webinaire sur l'hypnose. Alors, bon, mon expérience en hypnose, c'était comme étudiant, il y a 30 ans presque, qu'un psychiatre qui s'occupe de l'hypnose est venu dans notre classe et a demandé à une fille est-ce qu'elle est volontaire de venir et de faire une expérience en hypnose.
Elle est venue, elle est descendue en bas, en face de nous tous. Elle a pris une aiguille, elle a piqué un tout petit peu et il a dit, bon, ça va saigner. Et après quelques secondes, il a dit, non, ça va plus saigner. Comme ça, il a joué pendant quelques minutes. Ça saigne pas, ça saigne, ça saigne pas. Moi, j'étais un peu passionné par ça, mais j'ai dit, ah non, c'est pas pour moi, c'est pour des gens qui ont un caractère très faible, c'est pas pour moi. Et puis bon, j'ai fini mes études déjà, j'ai commencé à travailler. À un moment donné, j'ai joué le basketball et j'ai cassé les bras. Cassé les bras, ma pas droite en plus. Donc, je ne pouvais pas travailler comme dentiste. Et je suis allé voir quelques cours en chirurgie dentaire, en implantologie, un peu, c'était le début de l'implantologie, au moins chez nous. Et aussi, en cours d'hypnose, ça s'est ouvert. J'ai dit, bon, j'irai entendre ce cours d'hypnose pour me convaincre que l'hypnose, c'est pour tout le monde, mais pas pour moi, mais savoir ce que c'est. Et là-bas, il y avait des très profondément en hypnose, tandis que moi, j'étais avec mes yeux tout couleurs, regardant, enfin, rien compris. C'est pas pour moi l'hypnose. Et à un moment donné, j'ai venu chez lui en lui disant, c'est pas pour moi l'hypnose, mais j'ai envie, maintenant j'ai un peu mal dans le bras, que j'arrive pas à le soulager avec des analgiques. Est-ce que tu pourras aider à quelque chose en ça? Il a dit, je ne sais pas si je pourrais, mais j'essaierai. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a fait, mais après 5 minutes, il m'a tellement soulagé de cette douleur que j'avais, que j'ai dit, ah tiens, l'hypnose, c'est quelque chose qui peut marcher. Si ça marchait à moi, qui a absolument été, pas contre, mais qui n'a pas cru à l'hypnose, si ça marchait sur moi, donc ça peut marcher sur des autres gens aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, il faut un peu que j'adopte l'hypnose. J'ai commencé à travailler dans une clinique où je suis en charge de la clinique de gens qui ont l'angoisse dentaire et des autres troubles oraux à l'université. Moi, au début, je travaillais là-bas avec le professeur Eli, qui a été le chef de service, avec ce Kleinhaus, que plus tard je vais en parler de vous, qui a fait ces démonstrations avec cette fille. Donc voilà comment je suis arrivé à l'hypnose. On peut dire par erreur, mais je suis passionnant de maintenant. Alors, bah, c'est une belle histoire personnelle qui permet justement de montrer. C'est souvent d'ailleurs par des histoires personnelles qu'on fait sa carrière professionnelle. Donc, c'est effectivement un beau témoignage personnel. Et donc, pour toi, l'hypnose, ça marche. Alors, j'ai envie de te poser une question par rapport à l'hypnose. Franchement, ça marche tout le temps ou il y a des fois où ça ne marche pas? Et, et, et finalement, quand on est praticien et qu'on est pas forcément intéressé par l'hypnose, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait quand même sans s'en rendre compte ou non, c'est de toute façon, il faut complètement être dans l'hypnose ou pas? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter la question parce que c'était un peu interrompu? Je m'excuse. Ah, je disais en fait, en gros, ma question, c'était l'hypnose. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça marche à tous les coups, ou ça marche pas, ou ça marche dans certaines situations et pas dans toutes les situations? En effet, maintenant, je dis que l'hypnose, je l'utilise toujours avec tous mes patients. Donc, l'hypnose, en effet, c'est un état, juste pour dire ce que c'est un état que chacun d'entre nous vit chaque jour. Le fait qu'on lit et que notre esprit part ailleurs, le fait qu'on conduit, et on est presque automatiquement, on arrive où on veut arriver sans penser où on va. En effet, cette expérience d'hypnose qui existe toujours, ça veut dire que c'est quelque chose que j'utilise avec mes patients. En communiquant avec un patient, c'est déjà de faire rentrer le patient en hypnose. Mais il y a de différents états en hypnose. Donc, il y a un patient qui peut recevoir un traitement sans anesthésie du tout. Je vais montrer plus tard en film. On a fait une extraction de dents de sagesse qui est tout à fait inclus avec l'hypnose sans aucune anesthésie. Traitement des canaux, une obturation sous hypnose. Il y a des autres qu'on va juste endormir la région où on a besoin de faire la piqûre pour que le patient ne le sente pas. Donc, il y a des différents grades et c'est par rapport au besoin du patient. Donc, le patient doit être besoin de ça et ça va par rapport aussi de la capacité de l'hypnopraticien. Donc, l'hypnose peut marcher pour chacun qui le veut. Contrairement à ce qu'on pense, et je parle maintenant, le titre c'est l'hypnose, mais en effet, le titre doit être hypnose médicale, parce qu'on parle ici que de l'hypnose médicale, ça n'a aucun rapport avec l'hypnose du spectacle, c'est qu'on fait. Et, si tu me permets, je vais dire comment ça marche chez nous, au moins, le règle de Oui, l'hypnose. oui, oui. Donc, en Israël, en effet, ceux qui ont le droit de maîtriser l'hypnose, c'est des médecins, des psychologues et des dentistes. Donc, il n'y a pas d'hypnose de spectacle, ça n'existe pas. Et cette loi existe depuis 35 ans, parce qu'il y avait un cas où quelqu'un qui a fait l'hypnose de spectacle
a demandé à quelqu'un de venir sur le stade et de lui a fait sentir un peu comme elle est une enfant, elle était à l'âge de 18 ans, 20 ans, fait sentir comme elle est à l'âge de 4 ans, qu'elle peut marcher sur 4, qu'elle ne sait plus parler, qu'elle dit juste 2 mots comme ça. Et puis, il a terminé la session, il lui a dit de retourner, mais elle a retourné sur 4. Et là, on a essayé de parler avec elle, elle n'a pas pu parler, elle n'a pas répondu. Et on a hospitalisé dans un hôpital, pas psychiatrique, dans un hôpital tout d'abord normal, mais on n'a pas reçu de la faire sortir de cette situation. Et il y a Kleinhaus, c'est lui qui a fait, quand j'étais étudiant, qui était un psychiatre, qui est venu chez elle. Pendant 24 heures, il a été seulement avec elle et il a sorti de cette situation. Mais à partir de ça, on a fait la loi que l'hypnose peut être maîtrisée que par des médecins, psychologues ou dentistes. Et elle doit être maîtrisée, on a la loi pour maîtriser, on a la loi pour enseigner. Et bon, j'ai ce diplôme d'enseigner, c'est autorisé par le ministre de la Santé chez nous. Donc, c'est spécial. Je sais que le cas d'Israël est un peu spécial par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Mais si je parle déjà de l'IFH, on enseigne là-bas que de médecins, de dentistes, de psychologues, de gens du cours médical au moins. Bon, alors c'est ça en effet par rapport à l'hypnose et à ce qui se passe chez nous en hypnose. Oui, c'est incroyable ton anecdote. Ça veut dire si je résume, ça veut dire qu'il y a 30 ans, quand il y a eu une expérience qui a été faite d'hypnose de spectacle, hein, c'était pas dans le cadre d'un cabinet médical, et dans le cadre de cette hypnose de spectacle, il y a une personne qui a été remise en état dans lequel elle était quand elle avait 3 ans, on l'a replacée à l'état de 3 ans, et quand la séance d'hypnose est terminée, elle est restée en cet état-là. Elle continuait, elle marchait à 4 pattes comme un bébé, elle parlait comme un bébé, en fait. C'est un peu ce que tu nous as expliqué. Bon, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de raconter là. C'est ça qui s'est passé avec elle. Et c'est vraiment... Ok. Bon, cette histoire que depuis alors, vraiment, c'est vraiment très encadré chez nous. C'est vraiment qu'on le fait d'une façon qui est très, très réglamée, d'une façon qui est très, très stricte. Et je pense que c'est bon en effet, parce que c'est devenu le fait que c'est comme ça chez nous. Il y a beaucoup de recherches qui se font en hypnose. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de l'université et de corps médical où on apprend la médecine, où on apprend le dentaire. Il y en a toujours, c'est pas en cours de l'hypnose, mais on fait pas mal de recherches aussi en hypnose. Et dans notre activité dentaire en tant que dentiste, en tant que praticien, tu nous racontais en préparant un petit peu cette interview, tu nous racontais qu'en fait, sans le savoir, on pratique une certaine forme d'hypnose. Oui, exactement. En effet, chacun d'entre nous pratique l'hypnose. C'est que je le dis avant aussi, chacun d'entre nous pratique l'hypnose sans savoir qu'il le pratique, en lisant quelque chose et quand notre esprit part ailleurs, en prenant le métro, par exemple, et en arrivant dans la Mhm. station sans même savoir ce qui s'est passé, quand notre esprit s'échappe et va dans un autre coin, quelque part ailleurs, déjà on est dans un état d'hypnose. Donc, on est dans cet état d'hypnose, peut-être à chaque moment, chaque jour dans notre vie. Et en effet, à la base de l'hypnose, il y a deux choses. Il y a la dissociation et il y a la suggestion. Et juste, j'ai envie de vous demander déjà un petit exemple quand j'étais à l'ADF il y a presque un mois. Et juste en passant, en sortant du métro et en passant comme ça la rue, il y avait un enfant qui voulait se reposer. Et il y a le père qui lui dit, ce n'est pas toi qui es fatigué, c'est ton corps. Qu'est-ce qu'il a fait en effet, ce père? Il a utilisé peut-être quelque chose qu'on utilise en hypnose, il a dissocié le sentiment de l'enfant de son corps. Et c'est ça exactement ce qu'on fait en hypnose. On dissocie ce que le patient sent avec ce qu'il pense. Donc le patient peut être au bord de la mer, se promener où il veut, tandis que moi, je lui traite. Donc en lui disant ces choses-là, en lui dissociant de cette situation, en lui donnant des suggestions, comme par exemple, je lui donne des suggestions que la bouche peut s'ouvrir, au lieu de lui dire tu ouvriras la bouche, je peux lui dire des suggestions et on va te traiter pendant que toi, en donnant cette suggestion, et s'il est d'accord, il sera dans une hypnose. Donc il faut comprendre, l'hypnose, contrairement à ce qu'on pense, ne se force pas, ce n'est pas quelque chose qui se force au patient. Si le patient a confiance en moi comme dentiste, il peut avoir aussi confiance en moi comme son praticien.
Parce que pour pas mal de gens, quand on dit à l'hypnose, non, 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 vous allez prendre mon numéro de carte de crédit, vous allez savoir toutes les choses que je raconte pas à ma femme. Et elle dit, non, non, pas du tout. Moi, je vais travailler juste. Si vous avez confiance en moi comme dentiste, vous allez avoir aussi confiance en moi comme hypnotiste. Donc, et l'imagination, en effet, il encercle le monde. Et je montre ces photos avec le monde, parce que quand on dit aux gens l'hypnose, c'est ça qu'ils pensent immédiatement. Ils pensent, ah, on va faire comme ça, le patient va fermer les yeux et on va lui faire ce qu'on veut sur le patient. Alors, c'est pas ça, ça c'est bien pour l'anecdote, c'est bien peut-être pour un spectacle, quand les gens... mais c'est pas vraiment pour un vrai travail. Pour un vrai travail en hypnose, on fait l'hypnose pour traiter le patient, ou en médecine, ou en psychologie, ou comme dentiste. On le fait toutes ces choses-là pour traiter les patients. C'est ça qui est important. Et en disant ça, en effet, c'est que je dis toujours aux patients que peut-être, parfois, ils sont un peu différents de ce qu'ils montrent vers nous. Et le fait qu'ils sont un peu différents, on peut travailler sur ces différences, sur ces choses-là, on peut le travailler quand on est en hypnose. Et une question par rapport à nous en tant que praticiens, quand on est dans notre activité, et si on a décidé de se former dans l'hypnose et donc d'intégrer l'hypnose dans notre pratique. On est d'accord qu'on va mettre le patient en hypnose, mais on va quand même lui faire une anesthésie. Eh bien, ça dépend. Sur la majorité des cas, je vais faire une anesthésie chez le patient, mais je vais endormir cette région-là et je n'ai pas besoin. Je vais montrer un peu plus tard avec le film, avec une technique d'anesthésie des gants. Et en anesthésiant cette région-là, avec des différentes couleurs, Oui. il couvre la région, on peut anesthésier la région. Donc le patient, à la fin, il sent beaucoup plus à l'aise quand on lui fait le traitement. Il est beaucoup plus soulagé. Il a dit, ah, jusqu'aujourd'hui, c'était vraiment très difficile pour moi, mais maintenant, je vois que ça marche beaucoup mieux. Donc, on peut faire une anesthésie, et c'est la majorité des cas que je ferai une anesthésie, mais le patient, vous savez que quand un patient a cette phobie dentaire, on n'a besoin de mettre pas une anesthésie, on en met 1, 2, 3, 4, 5, parce que son corps travaille contre cette anesthésie. Mais quand on fait l'hypnose, on est vraiment très étonné qu'il suffit juste de mettre une seule anesthésie. Et parfois, on fera juste l'hypnose, parfois, on fera l'hypnose, on travaillera avec le myopa et l'hypnose, et parfois, peut-être, on aura aussi un médicament calmant avant qu'on fait l'hypnose, le myopa, tout. Donc, on a une vaste de possibilités pour traiter ces enfants qui ont cette phobie d'apnée, mais à la base de ça, c'est la communication avec les patients. C'est ça qui est à la base. Mais de comprendre, si tu me permets, Thierry, pour comprendre ce que c'est l'hypnose, il faut imaginer qu'en effet, notre corps, notre imagination ou notre cerveau, c'est comme un glacier, c'est comme un iceberg. Il y a une partie qui est consciente, c'est qu'on voit là-bas, la partie blanche qui est consciente, c'est qu'on parle avec. Il y a une partie qui est dans l'inconscient. Et en effet, en hypnose, on essaye pas mal de fois de travailler sur ces inconscients. Donc, nous, comme dentistes, on ne va pas travailler beaucoup, pas juste un peu, travailler sur ça pour soulager un peu le patient. Mais le psychologue, bien sûr, il travaille beaucoup sur ces inconscients. Et quand on parle de l'hypnose, c'est lui qui a, je ne sais pas, amené l'hypnose peut-être un peu. C'était Freud, au début c'était Mesmer, il y avait aussi bien sûr des autres. Mais Freud a fait quelque chose qui est un peu plus quotidien et un peu plus dans le milieu disons, plus psychologique. Et bien sûr, il a traité beaucoup de gens dans l'hystérie. Au début, on a pensé que l'hystérie, c'est juste de femmes. C'est ça le nom hystérie, ça vient de nom hystérus. Bien sûr. Mais bien sûr que l'hystérie, ça existe aussi, pas que chez des femmes, ça existe aussi chez L'utérus. les hommes. Voilà, voilà, bien sûr. Et donc, il y a Freud au début qui a fait du travail sur l'hypnose. Et puis, plus tard, il y a Erickson qui utilise l'hypnose, c'est comme une partie de sa vie à étudier l'hypnose et son utilisation en psychothérapie. Et en effet, c'est une forme moderne. Pourquoi je dis que c'est une forme moderne de l'hypnose? Parce que l'hypnose, de nos jours, c'est une hypnose qui est permissive. Ce n'est pas une hypnose directive où on dit le patient,
Tu fermes les yeux, on fera ça, 1, 2, 3. C'est pas ça, c'est une option où on parle, où on fait de la communication avec le patient. Et c'est ça qui est très important. Ok. Alors justement, dans la communication, dans la concept, merci de ce retour historique d'où vient l'hypnose. Et si tu me parlais de la communication, justement, euh, déjà, ce soir, les personnes qui sont connectées peuvent déjà revoir leur mode de communication avec le patient, parce que on peut déjà parler d'une communication positive et pas d'une communication euh, négative, d'obstacle en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Je vais juste dire à vous de sentir un petit exemple. Si on vous parle maintenant, si on va vous dire maintenant de ne pas parler, de ne pas penser sur des éléphants, surtout de ne pas penser sur des éléphants roses avec des lunettes. Alors, vous allez immédiatement penser sur des éléphants roses avec des lunettes. Donc, si on Bien parle de sûr. quelque chose de négatif, le patient, immédiatement, on pense à ce qu'on lui dit non. Et je vais vous donner des exemples maintenant. Donc, si on dit à un patient, n'aie pas peur, il a dit, ah, s'il me dit n'aie pas peur, pourquoi n'a pas peur donc? Il commence déjà à avoir un peu peur. On peut lui dire, aie confiance, quelque chose de positif. N'oublie pas d'eux. Au lieu de dire au patient, je vais dire, rappelle-toi. Ne sois pas en retard, c'est quelque chose de négatif. Je vais dire quelque chose de positif, sois à l'heure. Ne fais pas de bruit, je vais lui dire, sois silencieux. N'hésite pas à me contacter. Je dirai, contacte-moi quand tu veux. Ça ne va pas mal, je vais dire, ça va bien. N'est pas un bras froid, cours-toi bien. Donc, je ferai toujours, il y a ici des autres exemples que vous pouvez voir, ce n'est pas la peine que je le lise, vous savez le lire tout seul. Donc, il y a ici pas mal d'exemples où une communication positive avec les patients rend les patients beaucoup plus à l'aise avec nous. Je ne lui dirai pas, tu ne peux pas manger, après une extraction par exemple dedans, je ne lui dirai pas, tu ne peux pas manger. Je vais lui dire, dans 24 heures, tu pourras manger. C'est déjà une communication positive avec le patient. Donc, le fait qu'on lui dise ce qu'il peut faire et pas ce qu'il ne peut pas faire, ça fait déjà un lien qui est beaucoup mieux avec le patient. Donc, si tu veux, je laisse quelques minutes, on peut parler sur des autres choses pendant qu'ils lisent un peu la possibilité, comment on peut, pas seulement avec nos patients, bien sûr, on peut avec notre femme, avec nos enfants, comment avec, par une communication qui est positive, qui est liée, qui fait le rapport avec le patient. Et l'hypnose, je dis, il y a les suggestions, donc je dis quelque chose au patient qu'il va accepter, et il y a le rapport qui est avec le patient. Et un bon rapport avec le patient, c'est par une communication qui est positive avec le patient. Vous voyez, il y a ici pas mal d'exemples, il y en a aussi d'autres, mais je pense qu'on est assez avec ces exemples-là, avec la façon où on peut donner, ou fait faire une communication positive. Oui, finalement, Oui, sans forcément faire de l'hypnose, déjà avec une communication positive, on intègre un lien fort avec notre patient et finalement, notre patient est intégré dans notre sphère du cabinet dentaire. Et c'est ça qui est important finalement, c'est que notre patient puisse intégrer, accepter le cabinet dentaire, surtout quand ils sont réfractaires, en quelque sorte. oui, tu as tout à fait raison, parce qu'on sait, on va en parler un peu plus tard, mais on sait que les patients, une grande majorité de nos patients ont cette angoisse dentaire. Et plus tard, on va en parler un peu de l'origine de cette angoisse dentaire, mais en utilisant ces techniques-là, qui est vraiment, je pense que chacun d'entre nous a besoin de cette communication, parce que pendant toutes nos années d'études, on nous apprend comment on fait une couronne, on nous apprend comment faire une cavité, on nous apprend presque pas comment communiquer avec nos patients. Et la Absolument. communication avec le patient, c'est ça en effet de la base si le patient est content de nous, s'il dit aux autres, ah, c'est un bon dentiste, ça vaut la peine d'aller chez le dentiste, c'est comment on communique. Il ne sait pas comment on a fait la couronne, il ne sait pas comment on a fait des autres choses, sauf des choses qui sont très esthétiques, mais autrement, c'est cette communication qui fait le patient sentir qu'il a bien passé avec le traitement. On a été coupé, l'avenir. Il y a eu un petit Ah, problème d'Internet, mais ok. J'ai dit je que pense que tu parlais de la communication qui est importante. Donc, on a dû perdre un petit peu le son. là, tu m'entends mieux, Oui, Thierry? ça y est, Ça va? ça Ça y est, va? on t'a retrouvé. Ok, Oui. merci. Alors, je dis que
la communication, c'est à la base de nos relations avec nos patients. Si on communique bien avec nos patients, on arrivera à lui faire de l'hypnose, on arrivera à avoir de bons rapports, on arrivera à le soulager. Et bien sûr, Oui. il y en a beaucoup des indications, il y en a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le patient. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les indications, Alors elles sont justement, nombreuses. voyons ensemble les indications, parce que là, donc avec Crohn Seram, on a un public de dentistes, hein, Crohn Seram étant un laboratoire de prothèses qui est donc spécialisé dans la CFAO. Donc aujourd'hui, c'était un des laboratoires les mieux équipés d'Europe. Et donc, on a beaucoup de dentistes qui sont connectés, justement, et qui voudraient savoir, comprendre quelles sont les indications, finalement, de l'hypnose. Alors, est-ce que on peut peut-être évoquer un petit peu ce point-là avec toi? Oui, bien sûr. Alors, quelles sont les indications? Je vais en parler, mais je vais aussi montrer un diapo de ça. Donc, tout d'abord, c'est soulager le stress avant le traitement. Avant le traitement et pendant le traitement. Et aussi, on peut utiliser le méopa, on peut sans le méopa. Les deux choses peuvent travailler ensemble. Pour ceux qui ont une phobie dentaire, ne veulent pas être traités sous anesthésie générale. Et en effet, ce n'est pas seulement ça. Même si on décide de faire un traitement sous anesthésie générale, donc on a fait un traitement, et puis on doit garder, on doit faire des tartrages, peut-être on doit faire une couronne, peut-être on doit faire quelque chose de petit chez les patients. Donc, même si on a fait une anesthésie générale, on a besoin après de pouvoir traiter le patient. Les réflexes nauséeux, quelque chose qui existe, même si maintenant on peut prendre des empreintes sans porte-empreinte, quand même, le réflexe nauséeux, c'est quelque chose qui existe chez nos patients. Le bruxisme, c'est quelque chose qu'on peut trouver avec les patients. Et par exemple, pour Le le bruxisme, bruxisme. oui, le Oui, bruxisme, le bruxisme, ça marche bien au niveau de l'hypnose. oui, On ça arrive à marche, bien sûr. Donc, le règle d'or, c'est de donner une prothèse une Dieu, gouttière. j'ai une gouttière, oui, je donnerai une gouttière au patient. Donc, un patient qui a le bruxisme, tout d'abord, je vais lui donner une gouttière. Mais si la Mhm. gouttière ne marche pas, il y a pas mal de patients, il y a 25% à peu près de patients qui ne supportent pas la gouttière parce que bon, c'est trop épais, ils n'arrivent pas à dormir avec la gouttière. Absolument. Alors, dans ces cas-là, et j'essaierai tout d'abord, j'insiste que j'essaierai tout d'abord de faire une gouttière chez les patients. Mais si le patient n'arrive pas, n'arrive pas à mettre, à supporter la gouttière, je vais lui dire, bon, maintenant, imagine-toi, sous hypnose, bien sûr, je ferai sous hypnose, mais imagine-toi cette gouttière-là. Elle commence à venir et se mettre dans la bouche. Et une fois qu'elle est dans la bouche, elle se met, tu peux l'imaginer maintenant avec la couleur que tu veux, aux gens qui Ah, arrivent à mettre le gouttière, j'ai à peu près 80% de réussite en utilisant cette technique, en lui disant, imaginant que par exemple, il y a de distance entre les yeux, il y a de distance entre les oreilles. Alors pourquoi il n'y aura pas une distance entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure? Mais quand je vous dis ça maintenant et vous m'écoutez, vous n'êtes pas sous hypnose, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est les oreilles, c'est les yeux. Mais quand le patient est en hypnose, il vraiment arrive à sentir les choses que je lui dis et ces choses sont intégrées chez lui. Et je lui dis qu'il peut le répéter chaque nuit avant qu'il aille dormir. Il peut le répéter sous parfois je les enregistre s'il veut. Et une fois qu'il les écoute, avant d'aller dormir ou pendant la journée, s'ils ont besoin de ça, il arrive vraiment à diminuer beaucoup ces bruxismes. Donc ça, c'est une technique, par exemple, que j'utilise avec les bruxismes. Les douleurs de l'articulation, les douleurs de l'articulation temporomandibulaire d'origine musculaire, on peut les diminuer aussi en utilisant de différentes techniques, par exemple la technique d'anesthésie des gants. En pédodontie, on sait qu'avec les enfants entre l'âge de 7 ans et 14 ans, ils sont tellement hypnotisables. C'est un peu différent par rapport aux grands parce qu'ils rentrent et ils sortent. Mais les enfants adorent ça. Quand on leur fait l'hypnose, vraiment, ils sont dans un autre monde. Vous savez, les enfants, de toute façon, ils sont dans leur monde, on peut les appeler. Et une fois qu'ils jouent avec l'ordinateur, on peut dire n'importe quoi, ils ne nous entendent pas. Alors, en effet, ils sont déjà dans une transe hypnotique. Mais quand on les fait en hypnose et quand on travaille ça, quand il s'assoit sur la chaise et on lui dit d'être ailleurs un tout petit peu, il arrive vraiment à jouer le football, à jouer le basketball, à être dans un Luna Park ou être ailleurs pendant qu'on lui traite. C'est un peu de aussi, c'est génial. Vraiment, je ne pense pas
Campédodontie, c'est élémentaire d'apprendre l'hypnose, à mon avis. Faciliter Mm. la réduction de pouce, qu'on peut travailler en hypnose, il y a des techniques qu'on peut travailler en hypnose. Ancrer des habitudes, par exemple, pour certains gens, sur des gens qui ont des difficultés, sous hypnose, on les ancre, ça. La réduction des quantités de salive, par exemple, parfois on a besoin de prendre des emprunts, il y a tellement de salive, on n'arrive pas à traiter, on n'arrive pas à faire même avec la digue, on n'arrive pas à faire le traitement, donc on arrive sous hypnose de réduire la quantité de salive. Mais ce qui est encore plus important peut-être, pour ceux qui ont de radiation de tête écho, je vais montrer en recherche qu'on avait fait sur ça, on peut favoriser la sécrétion de salive, même qu'après le parotide, par exemple, a été affectué, on n'arrivait pas à Irradié. avoir de, de la salive. Donc vraiment, on a énormément, et l'hypnose contre le burn-out, même si vous ne faites rien de ce que je viens de dire ça, apprenez l'hypnose juste pour réduire le risque que vous seriez en burn-out, parce qu'on sait, par plein de recherches qu'on avait fait, qu'après 20 ans de travail, 25% sont déjà avec burn-out dans notre métier. Et Oui, le burn-out, généralement, il est à cause de relations qu'on a avec nos patients, pas à cause de notre travail. Et si on arrive à améliorer les relations, on arrive à réduire le burn-out. Il y a aussi des techniques qu'on oui. peut faire, mais Ouais, donc c'est même bon pour nous aussi. Tout à l'heure, en fin de webinaire, on parlera justement d'une étude qui a été faite en Israël sur justement la sécrétion de salive, sur ce que tu nous as expliqué dans le cas des patients qui ont été en radiothérapie pour des cancers tête et cou. Et donc, les glandes salivaires, on connaît ça, elles sont très fortement diminuées et l'hypnose réussit donc à stimuler des glandes accessoires. On en reparlera justement tout à l'heure. Peut-être tu peux nous montrer et nous commenter un petit film justement sur je vais faire. le patient en hypnose. Alors, tu nous disais tout à l'heure en introduction qu'il s'agissait donc d'un patient qui a... Alors d'abord, je précise que le patient a accepté que ce film soit présenté, parce que sinon, on ne sera jamais permis de présenter ce film. Donc, on a l'accord total, on a le consentement du patient. Et deuxièmement, il s'agit d'une situation où, dans le cabinet du docteur Nirosiel, il y a donc un chirurgien C'était à maxillofacial. l'université même, c'était à l'université. Ah, c'était même à l'université. Donc, à l'université, il y a un chirurgien maxillofacial qui va donc réaliser une extraction de dents de sagesse horizontale. Et le patient a été mis entièrement sous hypnose et sans anesthésie loco-régionale. Hein. Il y a uniquement une hypnose. Alors, Nir va nous présenter quelques minutes ce film. Je vais le commenter un peu, mais c'est sous-titré aussi en anglais, de toute façon. Mhm. Ok. Alors là, c'est une technique que j'utilise ici, c'est l'anesthésie des gants. C'est une technique où j'endorme un peu et en lui racontant bien sûr beaucoup de choses. Quand j'endorme cette région-là, je dis au patient de transférer ces sentiments d'engourdissement, de la transférer aux lèvres ou à la région qu'on a besoin de traiter. Cette fois-ci, c'était à la région de la dent de sagesse qu'on devait extraire. Et avant cette extraction, c'est moi qui l'ai extrait en dent de sagesse. Cette fois-ci, c'était la 48, je lui ai extrait les 18, mais ça, je le fais moi-même, elle était facile à extraire. Cela était, comme Thierry vient de le dire, c'était une dent de sagesse inclue horizontalement. Donc, c'est le chirurgien qui l'a fait en maxillofacial, le chirurgien maxillofacial. Donc, il transfère maintenant les sentiments. Et je lui dis maintenant de rentrer la main et de toucher la gencive et la région dedans qu'on doit endormir et enlever. Donc maintenant, il passe ce sentiment d'anesthésie à la dent qu'on a besoin de traiter. C'est incroyable. Et il a refusé de recevoir une anesthésie. Et je me rappelle qu'au début, il y a le chirurgien qui m'avait dit, bon, s'il est endormi, pourquoi tu ne le feras pas une anesthésie? Déjà, il ne sent pas. Je dis, il ne sent pas, mais je lui ai promis qu'on le fera sans anesthésie. Il a refusé de recevoir l'anesthésie. Donc, ça, c'est le début de l'extraction.
Alors ça, c'est la première racine. Vous allez voir qu'on sort parce qu'elle était coupée en deux, elle était divisée. Donc, vous voyez la première racine qui est sortie. Alors, on voit quand même dans le film que le patient, il a des mimiques au niveau du Il a des, visage, hein. il a des mimiques, il sent un peu, mais quand on fait une extraction avec quelqu'un, quand on fait une anesthésie, le patient aussi, Absolument, absolument. Donc, les bruits, ouais. il sent, même au milieu, il est allé aux toilettes, il est revenu, je lui ai accompagné, mais l'hypnose, c'est quelque chose que le patient, c'est comme faire une anesthésie. Quand on me demande, bon, et si le patient va sentir quelque chose, alors je demande, c'est qui apprend l'hypnose. Et si le patient vous fait une anesthésie et sent quelque chose, qu'est-ce que vous faites? On me dit, on ajoute une anesthésie, on dit, on ajoute un peu l'hypnose. Donc, exactement, donc, on fait le seul son presque pareil. C'est surtout nous qui avons un peu peur comment le patient va réagir. Mais les patients vraiment réagissent s'ils veulent ça et s'ils ont besoin de ça. Ça, c'est quelque chose de très important. Si c'est quelqu'un qui me demande juste par curiosité, est-ce que tu peux me faire l'hypnose? J'ai envie, mais il peut passer normalement le traitement, donc ça ne marchera pas. Ça marchera à quelqu'un qui a vraiment besoin de ça. Et plus tard, si tu me permettras, je vais faire une petite démonstration comment elle marche l'hypnose, quelle est l'idée derrière l'hypnose. Oui, oui, Donc, bien sûr. ici, il raconte qu'il est allé à 6h30, il est allé dormir, il s'est réveillé à 11h. Et le matin, quand il s'est réveillé à 6h du matin, et tout était derrière moi, il dit. Il dit, et comment tu as un peu réduit la douleur? Il a dit, concernant la douleur, tout le temps, je pensais que cette région est endormie. Ça, c'est une semaine plus tard qu'il raconte comment. Et quand le chirurgien a pris la première racine, il y avait beaucoup de pression. C'est ça qu'il a senti, que tu m'as demandé, est-ce qu'il a senti? Mais on sait que quand on enlève quelque chose, il y a beaucoup de pression, ça, on Bien n'arrive pas. sûr, bien Anesthésie, sûr, avec bien une sûr. anesthésie, on n'arrive pas. Donc, j'ai eu besoin d'un moment de prendre un peu d'heure. Je suis allé même aux toilettes, mais il n'y avait plus de la douleur. Et à la fin, il dit que je pense que tout est dans la tête. Le fait que j'avais pas, c'était pas enflammé, le fait que j'avais pas de la douleur, et toutes les autres choses que j'entends des autres patients que j'ai pas passées, c'est parce que je pouvais utiliser ces techniques d'hypnose. Donc, je pense qu'en effet, et puis il raconte un peu comment tout c'était bien et comment vraiment que chacun qui a la possibilité de voir ces techniques peut le faire. Et en effet, contrairement à ce qu'on pense, plus tard, peut-être que tu vas me demander, mais ça prend pas beaucoup de temps, en effet. C'est pas quelque chose qui nous prend longtemps. L'hypnose, on peut le faire et moi, je fais des inductions au cabinet dentaire. Quand vous allez essayer sur le fauteuil, vous allez déjà sentir ces sentiments de soulagement et la région qu'on a besoin de traiter sera déjà anesthésiée. Donc, on le fait de suggestions hypnotiques, on leur fait des ancrages pour qu'ils puissent déjà mieux sentir. Bien sûr, ça doit être très limité, on a besoin de le faire avec beaucoup, on doit être très prudent aux patients, leur dire exactement, parce qu'on doit comprendre que les patients sous hypnose, chaque chose qu'on lui dit, il n'arrive pas à les analyser les choses. Parce qu'il est sous hypnose. Et sous hypnose, on n'analyse pas les choses. C'est qu'un patient sous hypnose, je lui dis de prendre un stylo, de garder en main, et de lui dire que ce stylo est très chaud, vraiment très chaud, que vous n'arrivez pas à le toucher, à le prendre dans la main et vous devez le lâcher, il va le faire sous hypnose. Tandis que si je raconte ça à Thierry maintenant, il va me dire, bon, qu'est-ce qu'il pense maintenant? Ce stylo, on ne peut pas jamais être chaud. C'est un stylo normal. Donc, ce qu'il faut comprendre, que quand on est sous hypnose, on a des modifications et chaque chose qu'on dit au patient, il les sent, il les comprend. Voilà. Ok, on voit bien. Donc, on voit bien l'influence finalement, l'influence du thérapeute sur le système enfin, de neuroception, quoi, de nociceptif. On en parlera tout à l'heure justement, peut-être un petit peu aussi du le mode de fonctionnement de l'hypnose en physiologie. Alors moi j'avais envie, regardez, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je continue à poser un petit peu notre débat, avancer un petit peu. Donc, Je pense on que a parlé des indications.
quelles sont les contre-indications de l'hypnose? Eh ben, je ne ferai jamais l'hypnose et à quelqu'un, je ne ferai jamais l'hypnose à quelqu'un, en général, à quelqu'un qui n'est pas d'accord de passer l'hypnose. Les contre-indications. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord de faire l'hypnose, qui n'a pas son compte. Donc, j'ai toujours eu un consentement éclairé avant que je commence l'hypnose, que je ferai l'hypnose. Et c'est un consentement aussi, c'est qu'on va faire une hypnose. C'est pas qu'au milieu du traitement hypnotique, je peux changer mon avis et de lui faire déjà, si on a dit qu'on va pas faire l'anesthésie, je ne vais pas au milieu du traitement de le faire. Mhm. Les contre-indications, Mhm. c'est sur des gens qui ont un peu de troubles psychiques, donc on ne va pas le traiter. Donc, s'ils prennent des médicaments psychiatriques, donc je vais toujours avoir l'avis du psychiatre pour être sûr que vraiment je peux le traiter, parce que peut-être ils ont un peu de choses sous l'hypnose, des choses ou des traumas qu'ils ont. Oui, ils peuvent décompenser, en fait. Ils peuvent décompenser sous hypnose. Exactement. Donc, c'est subconscient qu'on avait montré sur qui existe chez les patients peut devenir à l'inconscient. Et chez un patient qui a des troubles psychiques, ça peut poser des problèmes. Donc, on ne le fera jamais à un patient qui a des problèmes. Et on ne le fera pas juste pour le jeu. Je ne le ferai jamais pour un jeu, juste pour exprimer comment le patient sent ça. Je le ferai peut-être quand on apprend l'hypnose, on fait des tests de différentes choses. Mais on le fera juste quand on a besoin vraiment de faire quelque chose et de faire un traitement avec le patient. Très bien. Et en effet, l'hypnose, l'hypnose, pour que les gens comprennent un peu ce que c'est l'hypnose, c'est en effet, on arrive à influencer les gens quand ils veulent être influencés. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Est-ce que tu es d'accord qu'on va faire un petit exercice? On va faire Oui, peut-être tous ensemble, peut-être aussi les autres que je ne vois pas maintenant. oui, Peut-être qu'on va faire ensemble un petit exercice. D'accord, oui. alors, imagine, donc prends comme ça, ou prenez les autres aussi. Je ne vois personne ici, donc je ne sais pas qui me voit là Oui, oui, maintenant. oui. On va le faire tous ensemble. Vas-y. Alors, on va les faire tous ensemble. Imaginez-vous que vous prenez comme ça ces deux doigts-là. Et imaginez qu'il y a deux aimants dans la main. Donc, il y a un aimant qui est positif et un aimant qui est négatif. Et imagine-toi maintenant que ces deux aimants s'attirent l'un vers l'autre. Juste imagine-toi que ces aimants s'attirent l'un vers l'autre. Voilà. Et à un moment donné, ils s'approchent, n'est-ce pas? Les doigts se sont Ouais. approchés. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là qu'on a fait cet exercice? Par notre pensée, on a influencé quelque chose musculaire dans ces cas-là qui s'est passé. Et exactement de cette façon-là, on peut influencer par notre pensée aussi notre sentiment. Et si on a envie de le faire, on le fera. Donc, en patient, si tu n'aurais pas été envie, c'est qu'il peut-être il y a quelqu'un ici qui a fait l'exercice et qui a resté avec les doigts comme ça. Celui qui est resté Bien avec les sûr. doigts, en effet, il ne voulait pas être influencé. Donc, un patient comme ça, c'est aussi un test pour moi. Pour un patient comme ça, je vais voir quelles sont les raisons. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un mythe sur l'hypnose? Je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de Bien raisons. sûr. Mais, je voulais montrer juste pour ces cas-là comment on peut juste par une idée influencer quelque chose. Et en hypnose, en effet, on suggère quelque chose au patient, et s'il a envie, il va le faire. Oui. Ouais, c'est sympa comme exercice, effectivement. C'est impressionnant comment finalement, voilà, on arrive à faire les choses sans forcément les contrôler. C'est un peu ce que tu veux nous montrer. Alors oui, tu voulais nous parler également, je vois le patient, les photos, tu voulais nous parler également d'un patient, ces choses qui sont fréquentes dans notre cabinet, des patients qui ont des réflexes nauséeux et donc on a du mal à réaliser des soins, je parle même pas des empreintes, mais des fois même des soins. Donc l'hypnose, c'est une des indications intéressantes qui fonctionne très bien dans ces cas-là. On travaille avec l'hypnose, on travaille aussi avec une technique de sensibilisation. Imagine-toi que si quelqu'un a peur de voir des chiens, qu'est-ce qu'on va lui faire s'il a peur d'un chien? Tout d'abord, on va lui montrer une petite photo d'un chien, puis peut-être on va lui montrer un petit vidéo de chien, puis on va lui faire approcher un petit chien, et comme ça, on va le faire graduellement. C'est ce qu'on va faire. Parfois, en réalité, donc on va donner au patient de prendre des petits billes et de les mettre dans la bouche. Donc, tu vois, et le fait qu'il arrive d'une bille à une autre, tout d'abord, il est fait dans son imagination sous hypnose, et après, il est fait réellement. Donc, le fait qu'on lui fait faire ça
pendant une session qui prend une quinzaine de minutes, il arrive plus tard à passer le traitement dans un don de sagesse ou dans un autre don. On arrive à prendre des empreintes. Peut-être on va lui faire aussi des exercices en prenant une petite empreinte. Voilà une petite empreinte. Donc, dans cette technique-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est, en effet, on fait une exposition graduelle des choses qui n'arrivent pas à les faire avant. Et sous hypnose, il arrive à les faire. Je le fais une fois dans l'imagination, une deuxième fois en réalité. Alors, Oui, pardon. oui, justement, il nous reste une dizaine de minutes, donc je voudrais qu'on parle très rapidement de cette étude sur la xérostomie dont on a évoqué tout à l'heure rapidement. Alors, je vais juste passer très vite. C'est des patients, on a fait une recherche dans un hôpital où on a pris un groupe de patients qui ont reçu l'hypnose après des radios dans la région de tête et cou. Et à une partie, on a fait l'hypnose en leur donnant d'imaginer les choses qu'ils aiment manger, et d'imaginer une cascade, et d'imaginer un citron. Et aux autres groupes, on n'a rien parlé. On a vu après une période de quelques semaines que la quantité de salive a beaucoup amélioré aux patients qui ont fait ces exercices d'hypnose. Plus ils ont fait ces exercices d'hypnose, mieux la sécrétion de salive a augmenté chez eux par des autres glandes salivaires, pas par la parotide qui était affectée, mais par des autres glandes salivaires plus petites. Et en effet, moi aussi, je fais un cas, ça c'est une recherche qu'on va faire chez un patient, moi, qui avait aussi un problème de tête et cou, qui est venu chez moi, il m'a raconté, Mhm. et il m'a raconté qu'il n'arrive pas à avoir le goût de ce qu'il mange. Différents traitements, il n'a pas arrivé de réussir en faisant ce traitement-là, et peut-être je pourrais lui faire l'hypnose. Je lui ai dit, bon, je ferai en 2 jours, mais je lui ai commencé de parler avec lui à ce qu'il ait mangé. Je connais ce qu'il mangeait, il est d'origine bulgare, mes parents aussi, donc je lui ai mangé un peu de ce qu'il ait mangé. Il a aussi une fabrique qui a des tuyaux pour refroidir le pneu. Je lui ai dit, bon, dans ces cas-là, si quelque chose aura un problème, qu'est-ce que tu feras dans ces cas-là? Il a dit, bon, je ferai un bypass. Je devrais, dès lors de passer par deux autres gens. Et je lui ai dit aussi, qu'est-ce que tu aimes d'entendre comme musique? Il a dit, j'aime entendre la musique de rock. Et rock et salive, en hébreu, c'est le même nom. Je lui ai dit, bon, chaque fois que tu ouvriras les radios, tu entendras cette musique de rock, tu seras très impressionné que tu vas avoir beaucoup de salive. Et juste en parlant, en lui faisant un autre traitement, il avait besoin de traitement sur des implants, de le faire. Et à la fin, il dit, bon, l'hypnose, quand tu vas me le faire? Je dis, bon, on aura le temps la prochaine fois, on le fera peut-être. Et viens dans 10 jours, viens chez moi, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de la dernière semaine, j'ai aucun problème, j'ai assez de salive, du goût que je n'avais pas revenu chez moi. Donc ça, c'est une hypnose qui a été faite sans que les patients étaient conscients qu'on lui a fait l'hypnose. Donc, vous Oui, voyez que l'hypnose peut nous aider, mais tu sais, ça d'un côté, comment l'hypnose peut nous aider. Mais d'un autre côté, il faut être prudent avec l'hypnose. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé, qu'une fille d'origine russe est venue chez moi, elle avait l'angoisse dentaire, et je lui ai demandé, comme je fais chaque fois que je fais l'hypnose, d'aller là-bas. Et je lui ai amené d'aller dans le chalet, dans le forêt, et en lui racontant toute l'histoire, comment elle va, comment elle ouvre la porte blanche, parce que c'est elle qui me demandait tout ça en détail, elle commence à un moment donné de pleurer, de pleurer, de pleurer sans arrêt. Je regarde chez elle, bon, ça s'appelle abréaction quand une chose pareille existe, c'est quelque chose de l'inconscient qui est sorti dehors tant qu'elle était en hypnose. Et j'ai encadré ça, je lui ai dit, bon, tout ce qui vient de se passer, tu le mets dans une boîte, tu peux l'ouvrir quand tu veux, avec qui tu veux. On a terminé la session. Je lui ai dit, comment tu te sens? Elle m'a dit, bon, je sens très bien, ça s'est bien passé. Et elle est partie, elle n'est pas venue la semaine d'après. Et dans 2 semaines, elle est revenue chez moi. Elle m'a dit, bon, tu sais, après la dernière session qu'on était ensemble, j'ai décidé d'aller chez un psychologue pour comprendre un peu plus profondément ce qui s'est passé chez moi. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est elle a réalisé qu'elle avait vécu un abus sexuel dans un chalet dans le forêt, tandis que c'est elle qui a demandé d'être dans le chalet dans le forêt. Et c'était en effet par un dentiste. C'est tout ce qui s'est passé là-bas. C'était pas dans un cabinet dentaire, mais c'était par un dentiste. Et depuis alors, en effet, elle a ce trauma qu'elle ne pouvait pas aller. On a continué le travail avec le psychologue, on a changé un peu avec son accord, on a changé un peu des avis comment on fait le travail, on a pu la traiter.
Alors bon, alors l'hypnose, c'est quelque chose qu'on peut le faire, qu'on a besoin de faire, mais très prudent. Et c'est pour ça, en effet, qu'on a besoin aussi d'avoir des règles pour que pas quelqu'un de la rue va faire l'hypnose, il ne saura pas ce que le patient bien sent. sûr, Il ne saura pas comment traiter dans bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire, Nir, dans un cas comme cette jeune fille, qui existe. euh, Il faut comprendre aussi que cette zone c'est une zone très intime. On le sait depuis Freud qui a dit qu'à l'âge d'un an, et la bourse est le centre principal de la stimulation de chacun d'entre nous. On sait que toutes les relations avec le milieu, des gens qui sont très proches d'approcher à nos amis, à nos femmes, à notre mari, à nos familles vraiment intimes qu'on doit pénétrer là-bas. Et c'est un dentiste aussi qui rentre dans ces zones très intimes. Et si l'enfant a des relations qui n'étaient pas sécurisées, il y a la théorie de Bowlby qui parle des relations avec la mère, et s'il y a des relations qui n'étaient pas sécurisées avec la mère, alors un enfant, même s'il va après plus tard chez un dentiste qui a de bonnes relations avec lui, peut-être ne pourra pas corriger ces traumatismes. Donc on doit savoir que c'est vrai que la majorité des cas, l'angoisse dentaire, et c'est par quelque chose qui n'était pas bien fait par le dentiste. ah, un petit problème de Internet. Et si tu me permets, qu'il y a une relation très intime entre le réflexe nausée et l'angoisse dentaire et des abus sexuels. On sait que des femmes qui ont été passées un abus sexuel, et si ces abus sexuels avaient été aussi dedans une pénétration vaginale ou peut-être une pénétration buccale, ils ont ces réflexes nausées qui est beaucoup plus augmenté. Mais imaginez-vous, la fille est allongée, 180 degrés, il y a quelqu'un qui est sur elle, ça peut lui mémoriser quelque chose qui vient de se passer. Alors, Bien sûr. pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois que vous traitez quelqu'un, quelqu'une peut-être, mais aussi quelqu'un qui peut être, deux personnes, quelqu'une qui a ce réflexe nausée, mettez toujours derrière que peut-être il y a quelque chose qui vient de se passer chez elle. Et c'est en effet, si la majorité des gens, ça ne les intéresse pas si c'est une fille ou un dentiste ou une dentiste qui le traite, bien sûr que c'est chez fille-là, ils préfèrent bien sûr que ce sera une dentiste qui va la traiter parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qu'avec quelqu'un. Et peut-être, je ne sais pas combien de temps on a encore, on va voir, on va montrer que On a encore 2-3 minutes. alors, Voilà, on arrive sur la fin. de parler un peu sur la douleur, un peu, de faire comprendre, même si on ne va pas en parler sur toutes les choses-là, de faire comprendre que la douleur a quelques circuits. Et c'est vrai que la circuit nociceptif qu'on connaît toujours, qu'on a mal. Donc, on sait que quand il y a quelque chose qui est mal chez nous, donc quand on pique quelqu'un, il sent mal. Mais ce n'est pas seulement cette douleur qu'il sent en ce moment-là. Il sent aussi cette douleur, mais il sent aussi ce qui vient de se passer chez lui. Je me rappelle qu'il y avait une fille qui est venue avec plein de gravures de chat sur toute elle. Elle a dit, non, ça ne me fait pas du mal. Moi, si on me fait ça, j'aurais beaucoup du mal. Et elle me l'a dit, mais quand je suis approché avec elle avec l'aiguille, juste en touchant, elle a dit, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Donc, je sais que notre pensée peut influencer les choses d'une façon positive et d'une façon négative. En hypnose, en effet, on influence ça. Et on a fait aussi des études sur ça. C'est pas que je parle et on n'a pas fait des études. Il y a des recherches qui ont été. Et je pense que si vous mémorisez ces diapos, de tout ce que je viens de dire, vous allez croire en l'hypnose. Qu'est-ce qui nous montre ces diapos-là? Celle de haut, il nous montre en rouge là-bas, sur une échelle de 1 à 10, quand on nous provoquait des douleurs, sur une échelle de 1 à 10 de numéro 5. Et on voit la région corticale qui sont travaillées, qui ont été affectées. Coloré. Voilà, cette région rouge colorée, c'est pas affectée par Mhm. ces douleurs. Le deuxième, celui du milieu, il nous montre, sous hypnose, on a donné au patient d'imaginer qu'il a ces douleurs. On n'a rien provoqué. On a juste demandé d'imaginer ou évoquer dans le cerveau. Et le troisième, celui dessous, il nous montre, quand on lui a provoqué ça, passe sur une échelle de 1 à 10, on a provoqué ça sur numéro 1, on voit qu'il y a moins de régions qui se sont provoquées. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite sous une IRM. Donc, on voit bien que l'hypnose, c'est quelque chose qui travaille
sur nous. Ce n'est pas juste de racontes, ce n'est pas des histoires. C'est quelque chose qui travaille. Et si on sait bien travailler avec ça, on a de meilleures relations avec nos patients, on peut les soulager de leur angoisse et bien sûr, des autres travaux on peut faire avec eux aussi. Alors, Nir, merci beaucoup. J'ai une question là d'un participant qui me demande la chose suivante. Et il a une question que lui posent souvent les patients. Après mon soin, est-ce que j'aurai mal, écrit-il. Et donc, comment est-ce qu'on peut orienter son esprit pour le rassurer? Donc, un petit peu dans la communication positive, en dehors du fait qu'il pourra prendre des antalgiques. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à ce praticien comme réponse à la question que nous posent nos patients régulièrement? Est-ce que je vais avoir mal après le soin? Bien, il y a des autres qui se sentent mal. Moi, je pense que c'est toi, que chez toi, tout ira bien et tout va bien se passer. Et le fait que je lui oriente vers une façon positive, je dis qu'il y a des autres, j'ai déjà fait par rapport aux autres qui, quand ils font du traitement chez des autres, ils me disent, bon, chez toi, tu sais, quand tu m'as fait l'extraction, je n'ai presque rien senti après. Oui, Donc, excuse-moi, on a eu une petite je coupure dissocie un d'Internet. peu, je On a, dissocie on a aussi. eu On a eu une petite coupure, ça a un petit peu coupé. Donc, ce que tu disais, c'est que tu l'orientais dès le départ, si je résume bien, sur une orientation positive en disant ben, tout va bien se passer, la douleur sera maîtrisable. Je Et n'utilise même pas le mot douleur, non, je n'utilise pas le mot douleur ah, parce que d'accord. tout sera bien, c'est passé. Il y a peut-être des gens qui sentent de douleur, mais chez toi, je suis sûr que tout va bien se passer. Et je dis, et s'il y a quelque chose, peut-être dans la région, il y aura quelque chose, mais toi, tu sentiras bien. Donc, je dissocie la région de lui et je parle des autres qui peuvent sentir quelque chose, mais Ah, chez lui, tout va bien se passer. Et je suis sûr que tu vas influencer les choses d'une façon positive et que ça va très bien se passer chez toi. ah oui, c'est vraiment la boucle est bouclée, comme la petite histoire avec l'enfant que tu as croisé et le père qui lui a dit c'est ton corps Exactement. qui est fatigué. Ouais, c'est vraiment là dit, c'est excellent. Eh ben, écoute, franchement, merci beaucoup pour ces questions. J'avais encore une autre question qui était apparue aussi rapidement sur mon téléphone. C'était que faut-il faire si en pleine séance d'hypnose, le patient se met à révéler des secrets bah, je pense qu'il fait allusion un petit peu à ce qui s'est passé cette fille d'origine russe qui s'est remémoré son histoire personnelle. Est-ce qu'il faut donc en parler après avec l'enfant, enfin avec le patient ou pas du tout? Ou est-ce Non, qu'il faut adresser le patient chez le psychologue? non, il faut dire, non, on encadre. Dans cette situation, il y a des phrases très spécifiques. Je dis au patient pendant qu'il est en hypnose, je lui dis tout ce qui vient de se passer maintenant, tu le mets dans une boîte, tu prends la clé, tu fermes la serrure et tu l'ouvriras quand tu veux, avec qui tu voudras et quand tu voudras. Et quand il se réveille, le patient, je lui demande comment tu sens se passer. S'il me dit il y a des choses qui se sont passées, donc je dis peut-être il vaut mieux d'aller chez un psychologue, peut-être le prochain rendez-vous. Mais si le patient ne me dit rien, il dit non, ça s'est très bien passé, tout va bien, je vois qu'il réagit avec son corps qui réagit normalement, donc ce n'est pas la peine de réveiller, parce que peut-être c'est quelque chose qui était, par exemple, dans cette femme, les choses ont été cachées depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 38 ans. Et je n'ai pas envie de réveiller ce post-traumatisme si elle peut bien travailler dans sa vie quotidienne. Si elle a des problèmes, elle n'arrive pas, c'est elle tout seule, parce que j'ai dit des choses en hypnose, donc c'est elle tout seule qui va trouver le chemin, comment faire les faux. Je peux lui dire, je vais te raconter si tu as besoin. Ça dépend comment le patient réagit, mais je ne vais pas ouvrir tôt. Et s'il me dit non, tout est bien passé, je dis ah non, 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 pas tout est bien, si tu as pleuré. Et si tu as pleuré, ça veut dire que quelque chose vient de se passer. Non, on ne fera pas ça. On va fermer les choses. C'est le patient qui va choisir qu'est-ce qu'il veut faire et quand il voudra le faire. Ah oui, oui, c'est très très clair, je comprends bien. Et puis en plus, peut-être aussi que c'est pas notre formation non plus. Je veux dire, nous ne sommes pas non plus là pour s'occuper d'une psychothérapie ou de choses comme ça. Là, ça rentre, il faut laisser la main à des gens spécialistes dans le domaine. En tout cas, franchement, Nir, c'était passionnant. C'était vraiment passionnant. On a passé 1 heure ensemble, pile. On avait bloqué 7 heures de conversation. On a eu quelques questions.
j'ai essayé à travers mes questions aussi de rendre le débat le plus dynamique possible. Franchement, c'était incroyable déjà, tu nous as donné envie de nous intéresser à l'hypnose. Je crois que tu nous as fait comprendre le lien qui existe entre cette technique finalement et puis toute cette approche psychologique et tous ces patients qui ont subi des post-traumas. Je crois que nous verrons nos patients et nos patientes demain d'une manière un petit peu plus différente. Peut-être que nous comprendrons un peu plus un traumatisme qui a eu lieu dans la jeune enfance et qui est souvent, très souvent, trop souvent malheureusement caché. Et on fera peut-être des connexions, comme tu l'as bien expliqué. C'est vrai, nos patients sont en position allongée, on est par-dessus et on intervient dans cette zone qui est ultra intime, qui est la bouche. Donc, forcément, et on est agressif en plus de ça, même si on essaie de l'être le moins possible, on est agressif. Eh bien, Alors c'était vraiment, un plaisir. C'était un plaisir. C'est dommage, on a eu quelques petites coupures d'Internet, mais c'était un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir donné ton temps, beaucoup de ton temps. On a beaucoup travaillé cette conférence ensemble, cette conversation ensemble. Les personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir, mais qui se sont inscrits, recevront naturellement le lien sur lequel ils pourront voir ou revoir l'intégralité de cette conversation qu'on a passée ensemble. Sur YouTube, ce sera retransmis. Ça a été vraiment pour nous, pour Cronseram, un plaisir de nous ouvrir sur un monde euh, différent. Mais c'est aussi ça, le laboratoire Cronseram, c'est un laboratoire qui est ouvert aux praticiens de différentes origines, de différents horizons et qui ont des approches différentes dans les traitements. Et c'est ce qui fait peut-être le plus dans ce laboratoire qui est très proche de nous, les praticiens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe d'Aurélie et à l'équipe de Aurélie, Morgane et de Cronseram qui ont travaillé sur la technique et qui ont travaillé avec nous sur cette thématique. Et merci encore, Nir, pour cette soirée que tu nous as consacrée. alors merci vraiment à toi, Thierry, et à Crown Seram qui ont donné l'occasion de parler un peu sur l'hypnose et de dire juste deux mots avant de finir. Bien C'est sûr, pas bien quelque sûr. chose de bon. L'hypnose, c'est quelque chose au travail. C'est pas quelque chose comme un travail psychiatrique. C'est quelque chose qui me prend 5 minutes de faire le travail avec le patient. Et ceux qui ont envie de prendre l'hypnose, il y a l'Institut français d'hypnose qu'ils peuvent apprendre là-bas. C'est vraiment, je pense que c'est une bonne structure qui apprennent pour le cours médical. Oui, ben, formidable. En tout cas, merci beaucoup, Nir. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de te retrouver, peut-être en conférence, peut-être en France ou ailleurs, dans d'autres pays, parce que tu voyages beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à tous. Je ne veux pas trop dépasser, ça fait plus une heure et 2 minutes. On a fait le timing, on a tenu le timing. Voilà, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.